va parler du rôle et de la protection de l'espace maritime pour l'économie française dans le cadre de cette seconde table ronde. Oui, ils sont là les marqueurs, on les a mis de côté. Mais c'est important. Et on a la carte qui va permettre de pouvoir regarder. Donc on a le capitaine de vaisseau Hervé Hamelin pour intervenir à cette table ronde, qui est chef du bureau de la stratégie politique à l'état-major de la marine, ainsi que Xavier Reynaud, qui est directeur de la stratégie du développement de l'agence Mobagri, dont on dira un mot tout à l'heure. On sait que les espaces maritimes jouent un rôle de plus important. On sait que les espaces maritimes jouent un rôle de plus en plus important pour l'économie française en termes de flux. On en a un peu parlé lors de la première table ronde. Il y a des évolutions qui doivent être effectivement prises en compte avec la plus grande attention. C'est le cas du trafic illicite, des questions de piraterie maritime, des enjeux géopolitiques. Voilà, ces conflits bien sûr en mer de Chine, mais il n'y a pas que ça bien sûr. Il y a tous les aspects un petit peu Clipperton, Tromelin, dont on n'a pas eu le temps de parler. Et donc comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais tout de suite laisser la parole à Xavier Reynaud, que vous nous présentiez un peu l'importance des flux pour l'économie française. Et vos marqueurs sont là. Oui, bonjour. Ça va, j'ai une grosse voix. Bon. Donc Xavier Reynaud. Je ne vais pas parler de l'économie française, mon Dieu, c'est bien trop important. Je vais parler de ce qui nous importe quand même sur ce salon, c'est les flux agroalimentaires. Alors, je vais beaucoup vous faire participer, si vous voulez bien, en vous posant quelques questions. Connaissez-vous le poids de l'agroalimentaire français dans l'export? Non. Vous vous rendez compte? Alors l'agroalimentaire français, c'est 10 milliards d'excédents commerciaux par an. D'excédents commerciaux par an. Donc on va en parler, 10 milliards d'excédents commerciaux avec nos principaux clients. Et nos principaux clients sont un peu européens et ils sont beaucoup non européens. Alors quand on voyage en dehors de l'Europe, j'ai coutume de dire on ne prend pas une mobilette. Donc on va parler mer et bateau. Donc 10 milliards d'euros par an. Alors dans ces 10 milliards d'euros par an, je vais rentrer un peu dans les filières. La filière céréalière. Alors quand ça va bien, cette année, mon Dieu, n'en parlons pas. On n'a pratiquement rien à exporter, c'est une catastrophe au niveau de toute la filière jusqu'au transport maritime. Mais en année normale, l'exportation des céréales françaises, c'est 76 rafales. 76 rafales. Alors moi, en tant que paysan, j'ai coutume de dire, quand on vend 3 rafales à l'Inde, on fait un numéro de claquette en tutu rose. Les gens qui nous entourent ici, les céréaliers, c'est 76 par an. Les vins et spiritueux, parce qu'on va parler de rafales, on va continuer, parce qu'on est un peu dans l'aéronautique navale, c'est 120 rafales par an. Avec cette différence, bien sûr, que ça ramène des devises, que c'est une masse nette de devises qui rentre, j'ai dit 10 milliards d'euros, c'est le deuxième poste d'excédent commercial français, ne l'oublions pas. Mais par contre, alors là je prends ma casquette agriculteur en une fois de plus, c'est 2%, 2,5% de la masse salariale française. Alors est-ce que c'est pour ça que nos politiques s'en préoccupent peu? Je n'en sais rien. Hein. Mais voilà, ce sont donc des points qu'il faut connaître, il faut avoir ça en tête. Hein. 10 milliards d'excédents commerciaux par an. Alors, source de la FAO, on les trouve sur Internet, on les trouve où on veut. La France est le deuxième exportateur de céréales mondial, après les États-Unis. Deuxième exportateur de céréales, là je commence à prendre mes petits crayons, parce que un bon dessin, hein, vaut mieux qu'un grand discours. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, deuxième exportateur de céréales? Ça veut dire 40% de la production française de céréales. Ça veut dire 35 millions de tonnes. 35 millions de tonnes de céréales qui quittent la France, produites dans les bassins de production français, qui quittent la France. Alors, ça c'est donc sur les 60 millions, 70 millions de tonnes produites. Alors, qui sont nos grands clients? Parce que si on vend, il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui
achètent et surtout qui nous payent. Hein? J'aime aller au bout de la démarche. Hein? Alors, nos grands clients, qui sont-ils? Nos grands clients historiques. Nos grands clients historiques, c'est toute la zone Maghreb. Voilà. Ce sont les grands clients historiques de la France, aussi bien en blé tendre, blé fourragé qu'en blé dur. Des nouveaux clients sont apparus récemment avec l'Arabie Saoudite, et là je vous mets en rouge, j'y arrive, les ports où nous arrivons. L'Arabie Saoudite, l'Inde, avec Mumbai principalement, mais aussi Chiang Mai, qui sont les grands ports céréaliers, et la Chine, 1,6 milliard d'habitants, une surface agricole très contrainte, ce n'est pas pour rien qu'ils ouvrent maintenant la voie vers le Kazakhstan. Bon, là on est à l'intérieur des terres, la mer elle est très loin, hein, mais c'est la surface agricole de l'Europe, donc on est face là à une concurrence. Néanmoins, la Chine est un de nos grands clients céréaliers. Voilà, là on a parlé blé, céréales. J'arriverai sur les flux tout à l'heure. Si on parle maintenant d'un grand poste bien sûr excédentaire français, un grand poste productif, un fleuron de notre agriculture quand même, les vins et spiritueux. Alors là, on parle entre 7 et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors, c'est pas mal, c'est pas une paille, comme on dit. Alors là, les clients sont pas les mêmes. Les clients sont pas les mêmes. Enfin, vous imaginez bien que vins et spiritueux, les grands flux ne vont pas vers l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Nord. 40% restent en Europe. Hein. Ça reste un peu chez nous quand même. Par contre, là, nos gros clients vont être les États-Unis. Et les États-Unis, pour vous simplifier un peu la vie, côte Est et côte Ouest. Et bien évidemment, l'Asie, et là on va parler là aussi Chine et Japon. Je reste en Chine et je vais au Japon. Donc là, on commence à parler d'agroalimentaire avec des zones, vous me dites, ça commence à être un petit peu éloigné. Alors, juste pour mémoire, là je parle de vin et spiritueux, de blé, on peut parler de viande. Hein? La viande, on a nos amis de la profession bovine. Alors là, c'est très simple. Notre principal client, c'est l'Italie, on y va en camion. Voilà, là vous regarderez maintenant, quand vous prendrez l'autoroute, vous verrez des camions avec des bovins, ça va en Italie. Ça va en Italie. Mais là encore, nous avons un gros client pour les bovins, c'est l'Afrique du Nord. Donc je ne recommence pas. L'Afrique du Nord, ça correspond à 1000, c'est intéressant de mettre des chiffres hein, des fois, 1000 têtes de bétail. Alors allez faire un tour au hall 1, prenez une bonne grosse vache et vous en mettez 100 000, pardon. Autant pour moi, 100 000. 100 000 vaches. Ça voyage comment 100 000 vaches? Sur pied. Pas congelées, sur pied. Elles arrivent vivantes. Et bien en bateau, mais pas n'importe quel bateau. Et donc on a 35 000 tonnes, ce sont les céréales. Je vais parler donc en millions, on va être à 10 millions d'euros pour les vins et spiritueux. Et on va être à 100 000 têtes de vache. C'est une vache. Alors, maintenant, par où ça va passer? Par où ça va passer? 35 millions de tonnes de céréales avec nos gros clients que sont l'Afrique du Nord, l'Arabie Saoudite et la Chine. La mer. Alors maintenant, quels sont les grands ports français d'export agroalimentaire? Allez, c'est facile. Le Havre. Le Havre, oui, mais c'est Rouen. C'est Rouen. Vous avez raison, monsieur, ça passe par le Havre. Mais le grand port, c'est Rouen. Le grand port céréalier, c'est Rouen. Quand vous passez à Rouen, vous y passez par l'autoroute, et ces grands silos
ces grands silos qui sont sur les bords de la Seine. Un silo peut faire 35 000 tonnes. 35 000 tonnes, c'est quoi? C'est rien. 35 000 tonnes, c'est un Supra-Panamax, donc c'est un gros bateau. Donc il faut des silos de 200 000 à 300 000 tonnes. Savez-vous qu'une entreprise qui s'appelle Senalia, qui est une union de coopératives, fait entre 300 et 500 bateaux par an? 300 à 500 bateaux par an. De l'autre côté de la Seine, vous avez l'Ustucru qui importe du blé dur. 300 bateaux. Un peu plus loin, les entrepôts soufflés qui exportent du blé tendre et du blé fourragé. 250 à 300 bateaux. Ça en fait du tonnage. Alors c'est important d'en parler, parce que ces bateaux, ils vont où? Alors déjà, si je fais une carte de France un peu schématique, les grands ports, les voilà. C'est effectivement Dunkerque, ça va être Rouen-Le Havre, situé ici, ça va être Caen, et oui, Caen. Caen est un grand port céréalier qui va traîner toute la basse Normandie et une partie de la Beauce. Donc ça va partir par Caen. Nous allons avoir Nantes, bien sûr. Là, on n'a pas tellement de ports bretons, ce sont plutôt des ports soit pêche, soit militaires, comme vous le savez. À un moment donné, il a fallu s'éloigner des Anglais, donc on s'est un peu protégé en Bretagne. On va avoir la Palisse, donc à côté de La Rochelle. On va avoir Bordeaux, et on va avoir les 3 ports céréaliers de la Méditerranée, qui vont être Port-la-Nouvelle, Sète et bien évidemment Marseille. Ça, ce sont les ports français. Pas très connus, hein. Pas très connus, la Palisse, etc. Ben, néanmoins, tous les bateaux de céréales vont partir de ces ports. Alors je regarde l'heure parce que je suis très bavard et le temps nous est compté. Déjà une chose, est-ce que la mer peut s'affranchir de la terre? Alors, la réponse elle est non. Parce que c'est bien gentil d'avoir des ports, mais encore faut-il amener les denrées au port. Quand vous traversez la France, regardez un petit peu, je sais que vous tous ici présents, si vous êtes ici, si vous avez l'œil un peu agricole, nous voyons des espèces de grands silos dans les champs. Il faut que ces silos amènent le blé, quand on parle de céréales, jusqu'au port. Ça veut donc dire qu'il faut une logistique intérieure qui nous amène les flux jusqu'à nos ports. Et là, nous avons une grosse concurrence qui émerge. C'est bien évidemment Rotterdam. Rotterdam, qui, pour plein de raisons, est un très gros port européen. Et nous avons bientôt un grand flux avec un canal qui peut tout à fait drainer une grande partie de l'exportation française vers Rotterdam. Et donc ça rentrera dans les chiffres du commerce extérieur des Pays-Bas et non pas de la France, puisque nous sommes en univers intra-européen. Je ferme la parenthèse. Alors, nous avons des ports. On suppose que la production est bien arrivée dans nos ports. Nous sommes là. Je décide. Je quitte mon port. Je suis à Rouen. Allez. J'ai une route qui va être celle-là. Que je fasse pas de bêtises. Vous avez vu ce que je suis en train de faire là? Voilà. Là, on a la route de l'Est. Donc là, on a le grand flux céréalier. Et on a le grand flux, on va dire, des vins et spiritueux. De l'autre côté, là, on va partir plein ouest. Bien évidemment, on ne va pas se poser de soucis. On va repasser Panama et arriver jusqu'à Seattle ou San Francisco. Voilà les routes commerciales de l'export français. Ça, c'est 10 milliards d'euros d'excédent commercial français. Vous avez vu là? Bon. Le commandant Hamelin, tout à l'heure, nous dira les risques qui pèsent sur ces routes. Ça passe pas par des endroits très amusants de nos jours. Pas très amusants. N'est-ce pas? Donc voilà le topo que je souhaitais vous présenter sur les exportations françaises, très rapidement, concernant l'agroalimentaire.
je ne parle pas d'autres denrées, enfin d'autres produits, bien évidemment. Le poids pour notre économie dont on ne parle pas, je le répète, 10 milliards d'euros d'excédents commerciaux, l'équivalent de plus de, on va dire, 250 avions Rafale par an. Par an, c'est récurrent, c'est pas une fois de temps en temps. Là, je parle de l'afflux d'argent. Le nombre de personnes qui vont travailler sur l'ensemble de la chaîne, du producteur au docker, aux marins, aux transporteurs, aux organismes collecteurs dont nous avons ici, avec COP de France, quelques exemples, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois. Donc c'est d'une importance considérable. Donc là, nous voyons tout de suite, et là on prend une casquette effectivement plus en termes de sécurité, le risque qu'a notre économie face à certains points au niveau des échanges. Alors maintenant, est-ce que vous savez que nous sommes aussi très dépendants? Les agriculteurs présents savent que nous sommes extrêmement dépendants. Extrêmement dépendants de quoi? Bon, imaginons qu'il n'y ait plus aucun échange commerciaux. C'est possible, c'est déjà arrivé dans notre histoire. La France a tous les moyens de subvenir à son indépendance alimentaire. La souveraineté de la France est importante en termes alimentaires. Sauf sur un point. Sur un point, et vous le savez, ceux qui êtes du monde agricole ici présents, ce sont les protéines végétales. Une décision a été prise, il y a de cela de très nombreuses années, de contingenter les productions de protéines végétales en France et en Italie. Cela veut dire que nous sommes dépendants de 3 pays, les États-Unis, les USA et l'Argentine, pour les protéines végétales, le soja principalement, et ça correspond à 80% de notre alimentation animale. Nos élevages de porcs, nos élevages bovins, tous nos élevages ont cette dépendance stratégique par rapport aux protéines végétales. Vous ne le saviez peut-être pas, mais nous sommes en fragilité protéique en France et en Europe. Et là, les routes, eh ben c'est l'autre sens. On va être donc sur les flux d'importation. Voilà. Les flux d'importation concernant les protéines végétales. Donc, je conclurai maintenant sur ce point concernant ma propre participation, puisque nous importons pour le coup 5 millions de tonnes. Nous importons 5 millions de tonnes de soja. Et donc, une fois de plus, c'est un nombre conséquent de bateaux. Parce que bien sûr, si un Supra Panamax fait aujourd'hui 35 000 tonnes, tout le monde ne charge pas 35 000 tonnes. Le chargement, allez, moyen, si vous pouvez faire simple, si des experts parmi vous, ça m'intéresserait, je pense qu'on va aller à 10 à 12 000 tonnes. Donc, 40 millions de tonnes. 40 millions de tonnes en flux, rien qu'en soja et céréales. Vous divisez par 12 000, ça vous donne le nombre de bateaux, le nombre de bâtiments qui partent et qui arrivent en France pour que nous ayons notre souveraineté d'exportation et d'importation. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant la parole au commandant Hamelin qui nous parlera de la sécurisation de tous ces territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Regnault, pour cette introduction qui est effectivement assez révélatrice en termes de chiffres, et en tout cas de chiffres bien appliqués à la France. La plupart des chiffres qu'on aborde en général en termes de flux sont des données globales, mondiales, et on oublie de faire ce focus très précis sur la part française dans ces flux. La part française dans ces flux, elle a été à l'origine également de la création de grandes compagnies qui restent de très grandes compagnies françaises comme CMA CGM et historiquement Damas Belgeux et beaucoup d'autres compagnies qui restent présentes dans le monde maritime, et ces compagnies qui font de plus en plus appel à l'État et en particulier à une demande de sécurité
pour de multiples raisons, et comme vous l'avez souligné, parce que malheureusement les dangers se multiplient. Alors ces dangers, pour certains, sont des dangers historiques, qui sont liés à des phénomènes. On a certaines constantes qui s'appliquent encore aujourd'hui. Dans ces constantes, on a évidemment le gigantisme, puisqu'on cherche à concentrer ces masses sur des bâtiments de plus en plus importants. Alors c'est pas un phénomène nouveau, on l'a fait dans le domaine de l'énergie, en essayant d'avoir des tankers qui visaient 1 million de tonnes, mais qui ont atteint plus de 500 000 tonnes. Et puis on a des bâtiments comme le Jules Verne, par exemple, un bâtiment de CMA-CGM, qui peut emporter plus de 14 000 équivalents 20 pieds, c'est-à-dire l'équivalent de 250 km de train sur le même bateau. Ces flux donc, sont maintenus avec cette logique de gigantisme, et puis des routes qui finalement ont assez peu évolué, qui sont évidemment basées sur une logique économique. Et cette logique économique, c'est d'aller au plus vite vers les ports les mieux adaptés. Donc un premier enjeu qui est un enjeu d'adaptation du port, et un deuxième qui est une maîtrise des flux. Or ces flux, on voit qu'ils peuvent passer par certaines zones bien particulières. Vous avez souligné le canal de Panama, qui est là, a dû évoluer, puisque des bateaux de plus de 12 000 équivalents 20 pieds ne pouvaient pas passer dans le canal de Panama traditionnel. Et après de lourds investissements, le canal de Panama a été élargi et permet maintenant de faire passer ce type de porte-containers, et pas encore les plus gros. Évidemment, ce qu'on appelle les choke points, ces points, ces détroits, sont évidemment des nœuds stratégiques. Alors, entre l'Espagne et puis le Maroc, ça se passe plutôt bien. Dès lors qu'on arrive au niveau du canal de Suez, des mesures de protection ont été mises en place par l'État égyptien, parce que vous savez que l'État égyptien a fait face à une énorme difficulté en termes de tourisme. Et donc une de ses ressources principales reste le flux maritime, et notamment l'emploi du canal de Suez. La sécurisation de ce canal est donc stratégique pour les Égyptiens et stratégique pour l'ensemble des pays qui bénéficient ou qui sont contraints par ces flux. Vous avez Bab el-Mandeb, qui est la corne de l'Afrique, qui est une zone particulièrement sensible, et il y a eu des attaques à la fois de bâtiments civils et de bâtiments militaires dans cette zone, et je reviendrai sur un peu les origines de ces attaques. Le détroit de Malacca et la sortie, la Somalie, est une vraie difficulté liée à l'absence d'état de droit et de capacité à gérer les problèmes de piraterie. Piraterie qui est effectivement un phénomène majeur dans le détroit de Malacca, et qui concerne tous les flux qui viennent ou qui vont vers la Chine et le Japon. Or ces flux sont massifs. Un chiffre intéressant, pratiquement 90% des flux d'échanges commerciaux se font par la voie de mer, parce que ça reste la voie, même si elle est peut-être plus lente que d'autres voies, ça reste une des voies les plus sûres, et c'est une des voies les moins chères. S'ajoute à ça 80% des populations qui habitent à proximité de la mer, et donc l'intérêt d'avoir cet échange direct, même si le tronçon terre-mer reste un élément essentiel pour ce bout en bout. Dans ces constantes qui, elles, n'ont pas évolué, la piraterie est un phénomène qui intervient depuis malheureusement de nombreuses années. L'instabilité des États, ce n'est pas un phénomène nouveau. Se sont ajoutées quelques variables. Alors dans les variables, on a des variables qui sont les variables climatiques. Et la variable climatique fait que il est fortement envisagé, assez logiquement par les nations riveraines, la Russie, le Canada, la Norvège, d'avoir des flux maritimes qui passent par l'Arctique. Ce qui est très intéressant, c'est que la Chine est en train de multiplier les partenariats et courtise l'Islande et la Norvège également, dans une vision qui est évidemment pas une vision de voisin, mais dans une vision commerciale d'exploitation de ces flux de l'Arctique qui devraient s'ouvrir. Derrière, on a à la fois une logique commerciale et puis une logique stratégique. Alors on n'en est pas encore à l'exploitation de ces flux, mais l'intérêt que la plupart des nations y portent, y compris la France, qui a une vraie stratégie vis-à-vis de l'Arctique, l'intérêt que les nations y portent révèle le potentiel à venir. Ce que n'aiment pas en général des nations dépendantes, et malheureusement la plupart le sont, la Chine l'est très fortement de ces flux, c'est de subir les situations. Et donc plutôt que de les subir, on a une stratégie chinoise qui s'est développée depuis plusieurs années. D'ailleurs, le livre blanc de la défense chinois a fait cette bascule d'une
isolation de la Chine et une concentration sur des problématiques terrestres. On pense par exemple à la route de la soie, qui reste une vraie problématique, en développant une stratégie maritime. Alors cette stratégie maritime à but commercial, donc la route de la soie maritime, s'est traduit par ce qu'on appelle la logique du collier de perles, et donc la succession d'implantations de ports. Alors un petit port au Pakistan qui s'appelait Gwadar, qui était un port de pêche, est devenu un port majeur en termes de flux commerciaux, liés à la fois à des denrées périssables et également au flux d'énergie. La Chine est maintenant largement présente à Djibouti, dont elle a racheté la plupart de la dette, et ce qui lui permet d'influencer la création de ports. Vous savez que des investissements chinois se font un peu partout dans le monde. En Méditerranée, nous avons l'exemple du Pirée et l'exemple d'un port dont j'ai oublié le nom, Al-Amadi, je crois, qui est en Algérie et qui a pour vocation d'être le concurrent de Tanger Med. Donc cette stratégie de collier de perles s'accompagne autour de cette problématique commerciale d'une problématique sécuritaire. La Chine s'est impliquée dans un premier temps, je cite l'exemple de la Chine, mais c'est vrai de la Corée également. Prenons par exemple l'exemple de la Corée. La Corée s'est impliquée dans la lutte contre la piraterie assez tôt, avec des bâtiments de combat. Et on a vu arriver donc, des navires asiatiques qui jusque-là n'étaient pas forcément très présents. Alors la Corée a des partenariats avec les États-Unis, avec les Occidentaux en général, et donc a accepté de sous-traiter une partie de cette sécurité à d'autres. La Chine veut conserver cette autonomie et donc a développé un port militaire à Djibouti, s'intéresse très fortement à des routes alternatives. Les routes alternatives, c'est le canal du Mozambique en cas de fermeture de Suez. S'intéresse également à ce qui se passe en Méditerranée, parce que vous vous rappelez de la crise en Libye et également des problèmes en Syrie, de manière à avoir l'évacuation de ces ressortissants. Et on voit bien qu'on a finalement un mix entre des problématiques commerciales et des problématiques sécuritaires qui s'opèrent pour des raisons qui sont des raisons soit directes, c'est-à-dire le terrorisme qui concerne également la mer, avec des possibilités d'attaque de bâtiments. C'est ce qu'on voit maintenant dans le détroit de Bab el-Mandeb, et ce qui succède à un phénomène qui était la piraterie, qui a été assez largement maîtrisée dans la Corne de l'Afrique, notamment par une mission de l'Union européenne qui s'appelle la mission Atalanta et qui est un véritable succès. Vous avez, comme moi, entendu pendant des années que tel ou tel bâtiment, et on a eu des bâtiments français, le Ponant, le Carédas, qui ont été pris en otage, beaucoup de bâtiments marchands, parce que derrière la valeur marchande était reconnue par ces pirates et donc l'exploitaient. La piraterie a largement diminué ici, mais cette piraterie est en train de se développer à grande vitesse dans le golfe de Guinée. Ça m'amène au rôle que la marine nationale peut jouer dans ce contexte. Le golfe de Guinée, on y est présent depuis plusieurs dizaines d'années pour des raisons sécuritaires. Nous avons beaucoup de ressortissants, des liens forts avec l'Afrique, et notamment des flux qui ont été traditionnellement le bois et d'autres marchandises, beaucoup de fruits. Cette présence a été utile dans l'ensemble des fragilités qu'ont connues ces États, avec des renversements de pouvoir et des luttes entre différentes ethnies et factions. Et donc on a régulièrement réalisé des opérations d'évacuation de ressortissants. Ces opérations d'évacuation de ressortissants nous ont amené à avoir une présence militaire en Afrique assez importante, et notamment maritime, avec une mission qui s'appelle la mission Coran. Ce volet de sécurité maritime, on a donc les moyens de pouvoir participer de manière assez forte à l'appréhension de ces problématiques par les nations africaines elles-mêmes. Il existe un processus qui s'appelle le processus de Yaoundé, qui a pour vocation l'appropriation de cette problématique de sécurité maritime par les nations africaines, dans le but qu'elles puissent le traiter elles-mêmes. Ça leur demande de comprendre la situation, et ça leur demande également d'être en mesure d'agir. Élément qui leur manque pour le moment. Donc la présence, c'est un élément fondamental. Alors cette présence, elle est évidemment fondamentale parce que la France, c'est pas uniquement la métropole, mais ce sont également des territoires,
comme le rappelait Xavier Regnault, qui sont un peu partout. D'ailleurs, on dit que la France c'est le seul pays sur lequel le soleil ne se couche jamais, que ce soit entre les îles, pardon, elles sont un peu plus à l'ouest, les îles de la Polynésie, pardon, la Nouvelle-Calédonie, que ce soit également la Réunion avec les îles éparses, que ce soit la Guyane, que ce soit la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, et j'en ai certainement oublié. Cette présence est majeure, parce que globalement, les exigences pour une marine vis-à-vis de la sécurisation de ses ressortissants, qui reste la première mission, et de son économie, qui est une mission importante, et qui l'est d'autant plus que ces attaques sur les bâtiments ont suscité un appel du monde commercial vis-à-vis du régalien, de manière à pouvoir assurer la sécurité. Au-delà des flux, vous avez une exploitation du monde maritime qui est en augmentation, que ce soit par des implantations offshore ou que ce soit également par de la présence et de l'exploitation des fonds et de l'exploitation des ressources halieutiques un peu partout. Donc cette présence, elle répond à une première exigence qui est une exigence de réactivité. Si vous avez des pêcheurs, et ça arrive régulièrement, vous avez peut-être entendu dans la presse récemment des pêcheurs qui en Nouvelle-Calédonie venaient, y compris à proximité des côtes, et ils le font très régulièrement, prélever des ressources françaises. Malheureusement, l'Entrecasteaux, qui avait fait la première opération et arrêté une partie de la flottille de chalutiers, a eu un problème technique et donc n'a pas pu poursuivre le reste de la flottille. Et ces bâtiments de pêche sont partis avec finalement une partie de leur cargaison. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans un autre endroit qui est l'île de Clipperton, où nous n'avons pas de moyens d'intervention ni de moyens permanents, et dont on sait que les thons, parce qu'il y a une forte présence de thons, sont pillés. Donc le pillage de ces ressources est une des premières préoccupations de la marine, et la présence permet d'avoir une réaction rapide dans ce domaine. Cette présence, elle permet également de connaître la situation. Et ces situations évoluent. Je parlais tout à l'heure du terrorisme et de l'instabilité comme de l'Afrique. La présence française historique à Djibouti de la marine, et le fait qu'on a un commandement, vous ne savez peut-être pas, mais à Abu Dhabi, nous avons un amiral qui est al-indien, qui est en charge des questions concernant l'océan Indien. Cet amiral est évidemment en relation avec l'ensemble des pays riverains, des pays de la région, et participe à la connaissance de la situation et à la réaction sur zone. Et donc on a des bâtiments qui sont très régulièrement déployés en océan Indien, que ce soit pour des missions de haute intensité, c'est la participation aux opérations de lutte contre le terrorisme, mais également, et c'est un petit peu la particularité d'un bâtiment, c'est que c'est un peu un couteau suisse, qui peuvent intervenir face à des problèmes qui concernent la sécurité des hommes, et donc un bateau qui est en perdition ou qui a des difficultés techniques, face à des attaques de piraterie ou dans des missions un peu plus lourdes. Voilà. Donc ça, l'objet était de vous dresser ce panorama qui relie à la fois la partie commerciale et puis la partie sécuritaire. Les deux étant étroitement liés, je citerai qu'un seul exemple, c'est la crainte des compagnies d'assurance qui nous contactent. On est contacté Marine Nationale par des compagnies d'assurance pas uniquement françaises et qui souhaitent développer des partenariats de manière à connaître ce qui se passe dans une zone, évaluer le risque sécuritaire, parce que ce risque sécuritaire a un impact sur les primes d'assurance et donc sur le coût final des produits qui sont transportés. Voilà, c'était un petit panorama qui ouvre un peu peut-être éventuellement à des questions. Julia, Oui, moi j'avais une question sur... on parle beaucoup du Groenland. On parle beaucoup du Groenland, de l'impact sur la fonte des glaces, sur la libre circulation de marchandises, la réaction peut-être du Canada ou des États-Unis. Voilà, est-ce que vous avez... et de la Russie surtout. Voilà, juste pour dire un mot, parce que j'étais au Groenland cet été et on voit vraiment la fonte des glaces, parce qu'on voit la trace, et ça a des conséquences bien sûr sur le plateau continental et donc sur le droit des États.
Alors en fait, la fonte des glaces et donc cette ouverture de l'Arctique a deux conséquences. L'une évidemment sur l'ouverture de flux commerciaux, avec donc des enjeux stratégiques et financiers, et puis également sur ce qui s'y passe depuis déjà pas mal d'années, c'est-à-dire l'action sous la mer. L'Atlantique Nord est une zone dans laquelle les sous-marins français, américains, britanniques côtoient assez régulièrement les sous-marins russes qui sont très présents dans cette zone et qui ont pour objet de marquer l'importance que la Russie souhaite qu'on lui accorde dans la gestion de toutes les problématiques qui traitent le Nord. Pour rejoindre une problématique plus économique, l'idée, les Russes sont les seuls à avoir des brise-glaces de taille conséquente. Ce sont des bateaux qui font plusieurs dizaines de milliers de tonnes à propulsion nucléaire. Et donc une première conséquence de cette fonte des glaces, qui évidemment a des effets variables au cours de l'année. Donc il y a des routes qui commencent à s'ouvrir dans les périodes estivales, avec quand même un besoin de sécurité parce que c'est assez peu maîtrisé, cette fonte des glaces. Et donc, s'appuyant sur un rôle sécuritaire de secours en cas de difficulté d'un navire, la Russie propose, est déjà en train de proposer des contrats avec des compagnies maritimes pour pouvoir les accompagner. Donc on est dans une logique concurrentielle qui jusque-là paraît tout à fait je dirais de bon aloi. Ils ont les bâtiments et les zones sont proches de chez eux. On est dans quelque chose d'assez légitime. Ce qui devient un peu plus compliqué, c'est quand on rentre dans une logique de droit contesté sur les zones sur lesquelles on peut agir. Et notamment, l'Arctique avait jusque-là fait l'objet d'un consensus, mais qui n'a pas été traduit en droit international, contrairement à l'Antarctique, qui pour le moment fait l'objet d'un consensus du droit international. Ça aussi, c'est une des grandes variantes la fonte des glaces pose ce problème, une grande variante de l'importance que les nations accordent au droit international. Je prendrai l'exemple de la mer de Chine, où la territorialisation de certaines îles, les Paracels et les Spratleys, est l'expression de la puissance du plus fort. C'est celui qui s'installe sur l'île, qui dit c'est mon île, et la subversion du droit, puisqu'à partir du moment où on a déclaré que le caillou vous appartenait, on déclare 12 nautiques autour de ce caillou, on dit mais je suis souverain et donc vous n'avez pas le droit de venir dans cette zone. Alors ça a été contesté devant le tribunal international, c'est contesté par la marine américaine qui opère régulièrement dans cette zone, c'est contesté par la France. Le ministre de la Défense s'est exprimé lors de la réunion de Shangri-La Dialogue en disant que la liberté des mers est quelque chose de fondamental, que la France a toujours défendu, et ça fait partie de nos objectifs, pas uniquement dans une logique, je dirais, universaliste, de faire appliquer le droit. C'en est un des objectifs. Le deuxième objectif, c'est que si on laisse le droit être contourné de manière régulière, eh bien on va avoir des prises en Arctique je dirais de manière indirecte et sous la logique du fait accompli. Et pourquoi pas l'avoir aussi dans d'autres îles qui, elles, nous concernent plus directement, parce que ce sont nos îles. Qu'est-ce qu'on fait demain si on a des gens qui prennent pied sur une de nos îles et qui déclarent que c'est la leur et qui s'appuient pour ça sur une puissance qui fait peur. Donc il y a de vraies problématiques autour du droit, qui ne sont pas pour le moment des raisons de conflits directs entre nations, qui peuvent conduire à des conflits locaux. On sait très bien qu'en mer de Chine, la tension entre les Japonais et les Chinois est extrêmement forte. Vous avez sans doute vu dans la presse quelques jeux un peu musclés entre les Américains et les Chinois également, qui ont pris un drone américain. La Corée du Nord n'arrange rien dans la région. Donc on a des zones qui sont potentiellement conflictuelles. On peut partir sur le règlement international de ce genre de conflit, mais on voit bien déjà sur le cas de la mer de Chine la difficulté de la communauté internationale à résoudre ces problèmes-là. Et si l'économie mondiale se ralentit, ce qu'on commence à constater dans les flux, on commence à constater une réduction des flux qui pose évidemment problème à nos compagnies, CMA CGM, qui a dû reporter des investissements, ce qui a posé un problème majeur à STX en Corée et qui, par répercussion, a concerné STX France à Saint-Nazaire. Ce ralentissement, s'il est doublé
d'un renfermement sur soi, ce qu'on constate également, hein, avec un certain protectionnisme, peut amener à des frictions qui seront beaucoup plus fortes, et qui seront d'autant plus fortes que les enjeux sont forts. Pour citer juste et pour conclure sur ça, un enjeu qui était intéressant et qui était un enjeu nouveau qui est apparu en Méditerranée, c'est un enjeu lié à l'énergie. On a découvert du gaz, un gisement qui s'appelle Léviathan, proche de Chypre. Ce gisement de gaz s'est invité dans les règlements internationaux de la question de la réunification de Chypre, s'invite dans les relations avec la Turquie et la Russie, puisque la Russie cherche à avoir des accords avec ces différents pays, Turquie et Israël, pour l'exploitation. Et on a un différend non réglé entre le Liban et Israël pour savoir de quel côté se trouve la frontière. Et là encore, c'est la loi du plus fort qui pour le moment prévaut. Et donc elle est dans les faits bénéfique à Israël. On va peut-être laisser la parole aux personnes qui ont des questions. Merci, commandant. Hop. Oui, si vous parlez fort, on vous entendra. Oui, alors, non, parce que c'est la marine. c'est compliqué. Approchez-vous. C'est le colonel, mais on dit commandant dans la marine. Mais c'est d'accord. C'est très compliqué parce que quand même, je dis là, je vois. Non, dites-moi. Parlez bien dans le micro. Rassurez-moi, quand vous parlez tout à l'heure de la Réunion et tout ça, c'est un département français. Donc, l'intériorité de la mer fabrique là, il n'y a pas, on peut pas, ça ne peut pas être certainement pas le mieux. Alors, oui, tout à fait. Alors heureusement, on a toute une antériorité historique. Alors la Réunion elle-même n'est pas remise en cause. Vous avez probablement suivi qu'il y avait il y a eu tout un débat à l'Assemblée autour de Tromelin. Le cas de Clipperton a fait l'objet de tensions entre le Mexique et la France qui se sont calmées, mais qui sont des tensions historiques. Donc on a une vraie difficulté à assurer la légitimité. Alors pour le moment, on n'est pas rentré du tout, heureusement, dans cette logique de gens qui... Alors c'est vrai en mer de Chine et ça n'est pas vrai ailleurs, qui prennent le pied sur une île, et j'ose imaginer qu'on réagirait. Les Anglais l'ont fait au Falklands il y a pas mal de temps. Par contre, ce qui est difficile, c'est d'assurer cette mission de surveillance et que ces fonds, ces ressources, soient bien exploités par nos pêcheurs, par les populations locales et pas par des gens qui, de manière opportuniste, vont venir le prendre. Or ça se produit tous les jours. Et ça se produit malheureusement, y compris très proche de nos côtes. S'ajoute dans la région la difficulté, une des missions qui occupe le plus la marine dans la région, c'est autour de Mayotte, avec une forte immigration. J'ai peu les chiffres, mais je crois que c'est de l'ordre de 10 000 migrants qui arrivent chaque année à Mayotte. Et donc un phénomène qu'il faut prendre en compte avec humanité certes, mais qu'il faut prendre en compte avec des moyens, de manière à la fois agir sur terre, parce que l'action ne peut pas se faire qu'en mer. C'est toute la difficulté de la gestion des migrants en Méditerranée, mais on pourrait y revenir si ça vous intéresse. Le problème est bien géré à Mayotte, mais il est géré en utilisant des moyens qui, quand ils sont là, ne permettent pas de surveiller nos autres approches. Commandant, juste pour rebondir un peu sur ces développements, on a parlé tout à l'heure de Clipperton. On disait que Clipperton, c'est 8,9 km², donc vous voyez, c'est tout petit Clipperton, hein. C'est une petite île qui est dans le Pacifique. Et la question, voilà, Clipperton c'est 434 000 km², donc c'est de zone économique exclusive, donc ça veut dire qu'on va avoir des droits et sur les fonds marins et sur les eaux surjacentes, et sur toute la colonne d'eau. Donc nous Français, on peut avoir du coup accès aux poissons, aux ressources maritimes. Et effectivement, l'île est en partie revendiquée par les Mexicains, donc il y a des accords en fait avec les Mexicains, donc ça peut être intéressant aussi peut-être d'en dire un mot si lequel Alors on n'a pas de mission. On n'a pas de mission permanente qui soit à Clipperton, et donc ce sont les bâtiments qui sont à Tahiti. Alors Clipperton, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 600 nautiques du Mexique, donc c'est 1000 km de la côte la plus proche. C'est 2000 nautiques de Tahiti.
donc il faut pratiquement une semaine pour rallier la zone. Alors on y va régulièrement, on y remet les marques françaises, on a une surveillance satellite. Le satellite a pris un rôle majeur dans la surveillance, on n'a pas les moyens d'intervenir en permanence. On a des bâtiments qui maintenant interviennent sur alerte. Et donc on a un partenariat avec des entreprises civiles pour une surveillance satellite qui nous permet de savoir qu'on a des bâtiments qui viennent quand on patrouille autour des Kerguelen, parce que les missions des bâtiments de La Réunion, c'est aussi d'aller assurer les missions au Kerguelen et également en Antarctique. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, il y avait très récemment une mission de Jean-Louis Etienne qui est allé là-bas. Il y a, je crois, un très beau reportage qui devrait sortir sur le National Geographic et qui montre bien l'évolution de l'écosystème. Clipperton, moi j'y suis allé c'était en 2010, je tournais le Courbet et on faisait des opérations de lutte contre le trafic, les trafics illicites et de drogue. Et on a été dérouté à Clipperton parce qu'un chimiquier s'est échoué sur l'îlot de Clipperton. Donc on voulait s'assurer que, d'abord faire l'enquête de police et s'assurer qu'il n'y avait pas de dommages écologiques. On va se rapprocher un peu plus parce qu'on a un problème de micro. En 2010, on avait une présence massive de requins, de dauphins et d'une faune très très importante et d'oiseaux, les fous qui sont là-bas. 6 ans plus tard, l'expédition de Jean-Louis Etienne a constaté une disparition d'une partie des oiseaux. Et la disparition d'une partie de ces oiseaux est liée au fait que vous avez beaucoup de poissons volants et les poissons volants sont liés à la présence du thon. Et donc cet écosystème, la pêche massive de thon fait disparaître les poissons volants et donc la nourriture des oiseaux qui eux-mêmes disparaissent. Alors on peut considérer que le problème écologique est une chose, au-delà de ça, ce sont des ressources qui sont liées. Alors on n'a pas pour le moment les moyens de les exploiter, alors on peut se dire, bon, on n'est pas là, laissons-les plier. La grosse difficulté, c'est que ça se produit un peu sur l'ensemble des zones dans lesquelles on a des biens qu'on cherche à défendre. Le nom de cette île n'est pas connu. Clipperton, c'est l'île de la Passion. Hein. C'est l'île de la Passion, mais qui reste appelée Clipperton, C-L-I-2-P-E-R-T-O-N. L'île de la Passion étant le nom qui avait été donné par les Mexicains à l'origine et qui était resté le nom français avant que ça devienne Clipperton. C'était le question banco au jeu des 1000 euros. Il n'y a pas très longtemps. Mais c'est une vraie grande bâtisse. Oui, je crois qu'ils ont répondu. Ils ont répondu. Enfin, en tout cas, voilà, on voit tout le rôle quand même de la marine française pour cette protection. Même pour les élections en Nouvelle-Calédonie, j'avais vu qu'il y avait des patrouilleurs également pour assurer la sécurité. Alors il y a effectivement la protection de nos ressources. Il y a les migrants, donc c'est vrai à Mayotte. On a également les intempéries, parce que vous savez que ces zones sont régulièrement balayées par des cyclones. Et il y a une bonne partie, par exemple au Marquise, les îles sont très dissociées. En Polynésie, les îles sont complètement dissociées. Donc on n'a pas des moyens permanents. Et donc ce sont d'une part les avions de la marine qui assurent la surveillance maritime, qui vont notamment de temps en temps. Merci. Ce sont les avions de la marine qui vont de temps en temps relocaliser les bâtiments du Vendée Globe, pouvoir leur porter assistance, mais dans leur mission quotidienne, c'est bien de porter assistance aux populations qui sont isolées, qui parfois ont besoin d'un médecin qui n'est pas sur place. À ce moment-là, on envoie un bateau avec un médecin et un hélicoptère. Donc c'est vraiment un rôle qui est pleinement intégré à la vie locale, avec une organisation française qui est adaptée et qui a pour vocation d'être une organisation optimisée. D'ailleurs, l'Union européenne s'est inspirée de cette organisation. C'est ce qu'on appelle l'organisation de l'action de l'État en mer. C'est piloté par le secrétariat général de la mer et avec une stratégie nationale de sécurité maritime. L'action de l'État en mer, un de ses premiers objets, c'est évidemment la sauvegarde des personnes, mais également la sauvegarde des biens. Elle a pour rôle, au travers de cette sauvegarde des personnes et des biens, de
protéger nos côtes. Et donc c'est une action qui est directement mise en œuvre par des préfets maritimes, et on se rappelle tous les RICA et l'ensemble des bâtiments qui sont proches de nos côtes, et qui a une vocation à la fois d'intervention s'il y a un problème, mais également dissuasif. On n'a pratiquement plus de phénomène de pollution, c'est très rare, à part un bâtiment qui lui est en difficulté. La pollution volontaire, c'est devenu très rare parce que tout avion, tout pilote de la marine, pilote d'hélicoptère, pilote d'avion de patrouille maritime, de surveillance maritime, est habilité par prêter serment, est habilité à témoigner de la présence de pollution, également dans le cadre des opérations contre les trafics ou les migrants. Et donc cette capacité qu'a un marin français, mais qu'a pas un marin américain, qui devra faire appel au Coast Guard, lui permet de passer d'une mission à l'autre et surtout de jouer son rôle de prévention. Et chaque bâtiment est identifié par son nom, c'est donné à un centre de surveillance français, et ensuite l'armateur est mis en demeure de répondre à la pollution, et ça coûte très cher. Et donc évidemment, dès que ça coûte très cher, eh bien, les bâtiments ne le font plus devant nos côtes. Alors, ils le font parfois dans les côtes des autres, donc c'est regrettable parce qu'au final ça reste dans la mer, mais en tout cas ça aide très largement à protéger nos côtes. C'est l'État français ou oui? Alors c'est l'État français. C'est l'État français qui. Alors c'est pour ça qu'on le fait dans nos zones de juridiction. Alors là on rentre dans les préfets maritimes assurent ça donc on a un préfet maritime qui est à Brest pour l'Atlantique, un préfet maritime qui est à Cherbourg pour la Manche, et un préfet maritime qui est à Toulon pour la Méditerranée. Ce préfet maritime a deux casquettes. Il a un rôle interministériel, donc comme n'importe quel préfet. Son domaine d'action est sur le littoral, pas sur la terre, parce que ça n'empêche pas à Brest d'avoir le préfet du Finistère. Donc ils travaillent main dans la main, l'un sur la partie territoriale et l'autre sur la partie maritime, mais sur des questions qui sont des questions régaliennes, qui concernent toutes les administrations, les affaires maritimes, les douanes, la police, la gendarmerie et la marine. Et les autres armées au même titre. Autre même, on a un dispositif un petit peu différent, on a ce qu'on appelle un conseiller du gouvernement, mais qui a les mêmes prérogatives, et qui a comme adjoint un commandant maritime, et qui lui va s'assurer qu'on fournit les moyens nécessaires pour pouvoir conduire cette action de l'État en mer. Alors ça, c'est ce qui se passe dans nos zones de juridiction, donc qui couvrent les zones économiques exclusives. Juste pour la petite histoire, les zones économiques exclusives de la France, c'est plus que le Canada en surface. Donc ce sont des zones. Alors on en parle beaucoup depuis des années. C'est pas simple d'exploiter ces fonds, mais ça nous appartient. Au-delà des 12 nautiques qui sont la zone de souveraineté et de la zone économique exclusive, l'intervention de l'État est légèrement différente. On peut intervenir également dans le cadre du droit international lorsqu'un bâtiment n'a pas de pavillon. Ce qui nous permet d'intervenir contre la piraterie, ce qui nous permet d'intervenir contre le terrorisme, et ça fonctionne également en Méditerranée, et c'est l'objet d'une des missions que la Marine nationale participe, qui est la mission Sophia, pour laquelle la France a poussé une mesure d'embargo sur les armes, de manière à éviter ce transport d'armes. La mer est utilisée comme une zone alors à la fois pour des raisons économiques, mais par tout un tas de systèmes mafieux. Le trafic de migrants, le trafic d'armes, le trafic de drogue, ce sont avec comme caractéristique présente le mélange de tout ça. Avant, on faisait la distinction, et maintenant quand on intervient sur un bateau qui n'a pas de pavillon, on ne sait pas. Alors normalement, si on intervient, c'est qu'on a du renseignement, mais on est obligé maintenant d'avoir des équipes robustes avec en général des commandos marines à bord pour une intervention qui peut s'avérer musclée, puisqu'on a des gens qui maintenant disposent de lance-roquettes, d'armes lourdes. Donc une simple intervention de contrôle des bâtiments peut rapidement monter en niveau de violence. Et si les bâtiments sont suspects mais disposent d'un pavillon, alors y compris en mer, on peut intervenir, mais dans ces cas-là, il faut demander à l'état du pavillon, donc l'état dans lequel était matriculé le bâtiment, l'autorisation d'intervenir. J'avais une dernière question, mais avant je crois que Thomas avait une petite question. Le commandant y a déjà répondu. Parfait alors. On a parlé tout à l'heure des zones économiques exclusives en fait, et vous
n'étiez pas là tout à l'heure, mais on a... J'arrive en retard. Voilà, la France a ratifié la Convention de Montego Bay de 82 en 94 et, cette convention en fait, nous permet d'avoir défini en fait, des zones économiques exclusives. Et donc c'est très important pour nous, ça nous permet, la France, d'avoir des droits effectivement sur tout le périmètre. Si par exemple on a une petite île, on a parlé de Clipperton, donc ça nous permet d'avoir des droits sur toute la zone. La question que je me posais, c'est, on sait que les États-Unis n'ont pas ratifié la convention, donc je me demandais comment ça se passait en pratique en fait. C'est une petite question. Je sais qu'il y a eu des projets pour que ce soit ratifié, mais ça m'intéresse pas. Alors c'est un problème récurrent. Dans mes fonctions à l'état-major de la marine, on a des partenariats privilégiés avec la marine américaine, avec la marine britannique, récemment avec la marine australienne. Donc on anime des groupes de travail. Et notamment dans ces groupes de travail, ce sont des groupes de travail où on essaie de partager nos réflexions sur les enjeux maritimes, sur les enjeux au sens large, et les risques pour nos flux, les risques pour nos marins, et puis pour nos intérêts. Et on a souvent dans nos conversations cette difficulté d'Américains qui appliquent la Convention de Montego Bay, qui d'ailleurs font la morale des contrôles chinois dans cette application de Montego Bay, mais qui ne l'ont pas ratifiée. Donc c'est un vrai paradoxe qui leur pose un vrai problème. Et tous les ans, pratiquement, ils sont dans un processus de ratification, mais ce processus n'aboutit pas pour des raisons politiques. L'esprit américain étant d'éviter autant que faire se peut d'être dans une logique où on est prisonnier d'un droit imposé par les autres. C'est pourtant la règle internationale de base, mais voilà, ces enjeux politiques internes font qu'ils restent dans cette ambiguïté, mais en pratique, c'est quand même également l'essentiel, en pratique il l'applique. D'accord, donc il n'y a pas de... oui, ça les handicapes pas plus que ça en fait. C'est juste dans le discours, c'est... Dans le discours, c'est compliqué de dire faites ci, alors que vous le faites vous-même, mais vous ne l'avez pas